Cette séance est la dernière séance de cours à proprement parler du programme du DSCG et qui vient d'ailleurs reboucler avec une des premières que nous avons fait ensemble sur les ERP. L'idée ici, c'est de faire un petit focus sur la gestion de projet ERP et notamment d'aborder une des thématiques qui tombe très régulièrement à l'examen, à savoir la conduite du changement. Alors, pour rappel, un ERP, c'est une application informatique paramétrable, modulaire et intégrée qui vise à fédérer et à optimiser les processus de gestion de l'entreprise en proposant un référentiel unique et en s'appuyant sur des règles de gestion standards. C'est l'objectif d'avoir un système d'information unifié et cohérent, une application composée de modules pour gérer les différents domaines de l'entreprise et qui intègre dans le marché de l'informatique celui du logiciel et des activités de service, et je l'avais dit, qui en fait l'un des marchés les plus importants de l'informatique. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est que les projets ERP ont pour objectif d'optimiser les processus de gestion et vont gérer différents domaines de l'entreprise. On reviendra sur ces aspects-là parce que c'est ce qui va justement générer beaucoup de changements dans les organisations. Rappel également sur notre fameux triangle projet. Un projet a un objectif avec une enveloppe de temps, une enveloppe de moyens, et la gestion de projet, c'est nos trois activités: analyser, organiser et piloter. Donc on va essayer de faire un petit topo sur la partie ERP par rapport à ça. Je rappelle qu'en informatique, les projets systèmes d'info se passent pas toujours, voire très rarement comme on l'avait réellement imaginé. Soit on va consommer plus de ressources, de budget que nécessaire, soit on va avoir du retard, soit on va dépasser aussi nos objectifs. Et les projets ERP étant des projets extrêmement complexes à mettre en place, c'est pas rare que ce soit ceux qui souffrent le plus de tous ces maux en gestion de projet. Alors, analysons d'abord notre premier élément au niveau des budgets. Donc, en termes de coûts, on va avoir différents postes de coûts sur nos projets ERP. Déjà, les coûts récurrents, c'est-à-dire que ceux qu'on va retrouver pour le projet, mais pas que, qu'on va retrouver peut-être tous les ans. Alors, en fonction des contrats de licence, souvent on a des licences annuelles achetées ou louées. Donc, on va les avoir la première année, mais également tout au long de la vie de l'ERP. On a toutes les licences logicielles annexes, des systèmes d'exploitation des serveurs, des middleware pour faire l'intégration avec d'autres applications, des systèmes de gestion de base de données, etc. On peut éventuellement avoir des frais d'hébergement et d'infogérance si on fait héberger notre solution ou si on la fait maintenir en termes de TMA, rappelez-vous, tierce maintenance applicative, par une autre entité, une autre organisation, et également voilà, pour la maintenance. On a ensuite des coûts d'investissement. Donc les coûts d'investissement, c'est ceux qu'on va plutôt avoir juste pour le projet. Donc c'est tout ce qui va être lié à la mise en place de ce projet et de cette ERP, tout ce qui va être les efforts de cadrage, de refonte des processus, donc là avec une grosse implication des métiers. Tous les coûts autour de l'intégration, la reprise des données. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la reprise des données? C'est que notre entreprise, elle n'est pas créée au moment où on va mettre en place le RP, enfin c'est rarement le cas. Donc, elle a déjà tout un ensemble d'informations, des factures, des clients, une base employée, etc. Donc, toutes ces informations, il faut venir les réinjecter, les récupérer de l'ancien système dans le nouveau. C'est ce qu'on appelle la reprise des données et qui peut entraîner de pas mal de grosses difficultés si les deux systèmes ne sont pas construits exactement de la même façon. Des coûts de paramétrage, de développement spécifique éventuellement s'il y a des trous fonctionnels dans cette ERP et que vous devez gérer des choses spécifiques sur celui-ci, soit demander des modifications de l'ERP, soit faire des développements spécifiques à côté pour pouvoir pallier à des trous fonctionnels, et puis de connecter tout ça avec le système existant. On a également beaucoup de coûts en termes de conduite de changement et de formation, les coûts aussi transversaux de gestion de projet, de consulting MOA, MOE, et éventuellement de l'investissement matériel, de serveurs, voilà. Et puis on a aussi des coûts cachés, c'est-à-dire des coûts qui ne sont pas directement facturés, mais qui vont avoir un impact
plus ou moins direct sur notre organisation. Un exemple typique, on a parlé de la refonte des processus. La refonte des processus, ça va demander à des utilisateurs ou aux directeurs de s'impliquer dans des ateliers, dans des groupes de travail. Il y a même des fois des personnes qui sont à temps plein sur ces projets-là, donc qu'on vient détacher de leur poste pour venir accompagner d'un point de vue métier le projet. Et cette personne-là qui n'est plus sur son poste, ça a un coût. Parce que ça veut dire qu'il faut embaucher quelqu'un de nouveau pour faire ce qu'elle faisait, ou qu'il va y avoir une dégradation éventuellement du travail, une repriorisation, voilà. Donc il y a plein de questions qui se posent sur tout ça, et donc il y a des coûts cachés qu'on ne prend pas, c'est compliqué à prendre en compte d'ailleurs, mais qu'on prend souvent pas en compte dans les budgets. Ce qui explique que la dérive est assez régulière. Donc en termes de chiffres, j'ai regardé un peu sur des études sur Internet. En fonction des projets, ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs millions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a les budgets d'investissement, mais qu'après, on est entre 15 et 20% du budget initial chaque année pour faire vivre l'ERP, la maintenance, les formations complémentaires, les mises à jour, etc. Et en moyenne, c'est plus une moyenne, là, c'est en termes d'intervalle, on est entre 100 à 3000 euros par utilisateur pour des licences achetées, et de 10 à 200 par mois et par utilisateur pour des licences louées. En mode SaaS. Maintenant, vous savez bien ce que c'est. Voilà, donc c'est assez variable. Ça dépend de la complexité, du nombre. Voilà, il y a plein de choses aussi qui peuvent éventuellement se négocier. Mais on est sur des chiffres déjà qui sont souvent très importants. C'est pour ça qu'un projet ERP, c'est un projet qui est vraiment stratégique parce que c'est un très gros investissement, mais qui normalement doit rapporter. En termes de planification, je me répète, c'est un projet stratégique qui est d'envergure, qui va souvent toucher plusieurs directions, donc un impact fort sur l'organisation. La planification se fait entre 6 et 1 an, entre 6 mois et 1 an, voire parfois plus. J'ai déjà vu des projets de 2, voire 2 ans et demi. Les statistiques pour nos grands géants de l'ERP chez Microsoft Dynamics, on est environ à 12 mois de moyenne. SAP, c'est plus 1 an et demi, comme Oracle d'ailleurs. Donc c'est pas des projets qui vont se faire en 1 mois où on va mettre un CD ou alors on va télécharger un truc et on va faire suivant. Il y a une grosse réflexion sur l'impact que ça va avoir au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de challenges techniques, mais aussi beaucoup de challenges organisationnels, de savoir comment nos processus, comment notre activité va se transformer avec la mise en place de cette ERP. Et donc la charge est généralement sous-évaluée. Moi je me rappelle d'une école qui a voulu mettre en place un ERP pour la simple et bonne raison que ça avait été demandé pour pouvoir avoir une certification qualité. Donc une motivation un petit peu biaisée liée à un côté réglementaire, donc pas forcément bien intégrée dans les pratiques et dans la stratégie. Et il fallait aller très très vite, donc l'ERP a été choisi en juin pour une mise en production en septembre. Le choix de l'ERP s'est porté parce que l'école d'à côté avait pris cet ERP-là, et formation des utilisateurs, installation, paramétrage prévu en juin, formation en juillet, mise en production en septembre. On ne peut pas faire plus d'erreurs que ça. Dans ce projet-là, déjà parce que septembre, c'est pas la bonne période pour une entreprise, une école pour mettre en production un logiciel qui va modifier en profondeur les méthodes de travail, puisque c'est un peu comme pour vous la période fiscale, c'est la période de la rentrée, des inscriptions, tout doit être organisé en termes de planning, donc voilà. Former les gens en juillet, sachant qu'ils ne travaillent pas en août, je pense qu'il y a plus malin aussi en termes de planification pour que les gens se rappellent de ce qu'ils ont vu. Et en tous les cas, 3 mois de projet avec au milieu juillet-août, je pense qu'on ne peut pas faire pire comme planification. Il y a une vraie sous-estimation de la difficulté et au final, qu'est-ce qui est arrivé ? Ça n'a pas fonctionné. Par contre, ils avaient besoin de cette ERP parce que demandé par l'organisme de certification pour avoir un meilleur contrôle de gestion, contrôle des absences, contrôle de conformité, pas mal de choses.
Donc en fait, un an à tourner avec deux systèmes en parallèle, l'ancien pour le côté opérationnel et le nouveau pour le côté conformité. Donc bien entendu, pas de pont possible entre les deux parce qu'on est allé beaucoup trop vite. Donc de la double saisie entre les deux systèmes. Enfin, voilà. Donc en fait, vous imaginez bien en termes d'acceptation par les utilisateurs que ça a été très compliqué. Donc c'est comme, enfin, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment un cas d'école. C'était assez drôle, entre guillemets, à observer, parce que malgré les alertes de dire mais ça ne fonctionnera pas, euh, bon, après les décisions se font dans d'ailleurs, une école qui n'avait pas de DSI, qui avait juste un responsable informatique chargé de maintenir techniquement le réseau, ce genre de choses, et un projet géré et piloté par la direction, avec sans accompagnement de conseils, etc. Donc vraiment, tout ce qu'il ne faut pas faire qui avait été fait dans ce projet est un gros fiasco, puisqu'au bout d'un an de double utilisation de système, le projet a été complètement abandonné, le système, et ils ont pris après un an avec plus d'accompagnement. Donc ils ont pris 2 ans finalement à rien avoir du fait de vouloir aller trop vite. Donc dites-vous tout de suite que moins de 6 mois pour un projet ERP, c'est vraiment utopiste. Pas parce que c'est compliqué d'installer forcément les solutions. Aujourd'hui, vous avez plein de solutions en mode SaaS qui sont quasiment clés en main. Mais c'est parce qu'en fait, le projet va aussi avoir un impact sur le quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper, il faut réfléchir sur comment on travaille, il faut réfléchir à ce qu'on peut tirer de cette application et de ce logiciel. Il faut former les utilisateurs. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont incompressibles et vous pouvez pas dire bon bah tiens j'ai pris un truc là, une licence en mode SaaS qui a l'air sympa, on va faire ça la semaine prochaine. Ça se réfléchit beaucoup parce que c'est réellement quelque chose de très structurant d'un point de vue de l'activité. Alors les parties prenantes classiques, manager, direction, promoteur du projet, les utilisateurs, les consultants, que ce soit plutôt côté fonctionnel ou technique, les informaticiens, les intégrateurs, donc voilà, plein de personnes qui vont travailler de concert. Euh, le comité de pilotage, ça on en a parlé déjà, et tout le monde va travailler ensemble pour pouvoir faire avancer le projet. Les fonctionnels tout seuls ne servent à rien, les techniques tout seuls ne servent à rien. C'est vraiment la cohésion, la collaboration entre tout le monde qui va faire que ça va fonctionner. J'aime bien discuter d'habitude avec vous de ce tableau. Quels ont été les principaux critères de choix de votre ERP? Je le trouve assez intéressant parce qu'ils expliquent quelles étaient un peu la priorité dans le choix de solution. Donc il y a plusieurs choses. Réponse aux besoins fonctionnels. Donc je trouve ça bien que ça sorte en premier. C'est-à-dire que le premier critère, c'est que la solution soit adaptée à nos besoins. Ça paraîtrait la base, mais vous avez vu que ce n'est pas le critère prioritaire pour tout le monde. Ce qui arrive en deuxième, et là aussi, je pense que c'est bien de le noter, c'est la renommée, la pérennité de l'éditeur. Alors renommée, c'est pas vraiment la notion de il faut que l'éditeur soit célèbre, connu, etc. Pas du tout. Mais je pense que c'est plutôt le critère de pérennité. Simplement parce que quand vous entamez un projet, vous avez un projet qui va durer déjà un an et demi, un retour sur investissement qui va prendre 2, 3, voire 4 ans. Donc déjà, on est sur plusieurs années. Si vous prenez une entreprise qui peut potentiellement se casser la figure en plein milieu de la mise en place de votre projet ou avant même que vous ayez eu votre retour sur investissement, et ben ça va être très compliqué. Même si vous avez fini votre projet, vous êtes dépendant de votre éditeur pour les mises à jour, pour voilà, l'accompagnement dans les évolutions. Donc il vous faut quelqu'un qui soit pérenne en termes d'entreprise. Là, en plus, voilà, il y a des entreprises qui commencent à se poser des questions puisque la santé de SAP est un peu compliquée en ce moment. Donc, voilà, c'est de la gestion de risque après. S'il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de mise à jour d'évolution fonctionnelle, mais surtout de mise à jour de sécurité en cas de survenance de failles ou autre. Donc, c'est de la gestion de risque. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on accepte? Donc, c'est pour ça qu'au départ, prendre un éditeur qui soit pérenne, c'est aussi réduire des risques potentiels. Et ce que je trouve intéressant, c'est celui-ci, c'est-à-dire la tarification qui arrive en 4e position. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas forcément le coût, parce qu'on est sur un projet qui est stratégique, donc on va mettre les moyens qu'il faut
pour obtenir le retour qu'on attend de cette solution. Si vous lésinez un petit peu sur le tarif et que finalement ça vous permet pas d'avoir une solution qui répond complètement à vos besoins, vous risquez de ne pas avoir le retour sur investissement que vous attendez au départ. Donc c'est intéressant pour moi dans ce sondage que le tarif ne soit pas le critère dominant et que ce soit bien les besoins qui arrivent en premier.